Illégalité de RSA au regard du droit pénal et administratif. Art 211-1 du Code pénal stipule: constitue un génocide le fait en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre des membres de ce groupe, l'un des actes suivants. Atteinte volontaire à la vie. Atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique. Soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe. Mesures visant à entraver les naissances. Transfert forcé d'enfants. Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 132 à 23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article. Or en l'espèce, couper les vivres par une sanction pour le moins disproportionnée est de nature à soumettre, inéluctablement, ceux qui refusent le travail forcé à des conditions d'existence qui seront de nature à est née la destruction totale ou partielle du groupe social qui dispose du RSA et, en les privant des moyens de subsistance, porteront une atteinte grave à leur intégrité physique. Le fait d'accomplir un acte prescrit ou autorisé par la loi ou les règlements ou un acte commandé par l'autorité légitime ne constitue pas un fait exonérant l'auteur ou le complice de génocide de leur responsabilité pénale. Pour conclure, l'État a une obligation, celle de créer toutes les conditions pour que chaque citoyen en âge de travailler accède à un emploi. Face à la pénurie d'emplois, due à une mauvaise politique, un principe de droit. La solidarité nationale, qui doit jouer à travers les prestations sociales. Le projet gouvernemental de Mr. Sarkozy n'avait qu'un objectif: amplifier la division au sein de la population française pour masquer l'échec de la politique de l'emploi dans le pays et de stigmatiser les victimes du chômage résultant de l'incompétence des dirigeants NTS au pouvoir. Cette mesure est contre-productive en termes d'insertion. Ces quelques heures de travail ne permettent aux bénéficiaires du RSA ni d'acquérir des compétences ni même de se réinsérer, puisqu'il n'y a aucune formation à la clé. Enfin, ce nouveau système, outre qu'il est illégal, ne peut simplement pas forcer à faire travailler une personne. Ce n'est plus là de la solidarité, ni de l'aide mais bel et bien une forme d'esclavage. Si la France ne tient pas compte des présentes sur le RSA en son état actuel, l'Europe le fera sans doute et la France a bien des chances d'y être condamnée. En effet, la France étant un État de droit, elle est donc un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Cette notion, d'origine allemande, Rechtsstaat, a été redéfinie au début du XXe siècle par le juriste autrichien Hans Kelsen comme un État dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée. Dans ce modèle, chaque règle tire sa validité de sa conformité aux règles supérieures. Un tel système suppose par ailleurs l'égalité des sujets de droit devant les normes juridiques et l'existence de juridictions indépendantes. L'administration n'est donc pas toute puissante et ne peut pas agir de manière arbitraire.
Même lorsqu'une autorité administrative dispose d'un pouvoir discrétionnaire, son action est enserrée dans certaines limites. Elle se doit en effet de respecter le principe de légalité, c'est-à-dire de se soumettre aux nombreuses règles de droit s'imposant à elle. Section 1. Les sources de la légalité administrative. Les règles de droit encadrant l'activité de l'administration, que l'on qualifie souvent de sources de la légalité administrative, sont nombreuses et ont des origines variées. 1. Le bloc de constitutionnalité. Au premier rang de ces sources figure la Constitution du 4 octobre 1958 et les textes de valeur constitutionnelle, l'ensemble formant le bloc de constitutionnalité. Ce dernier comporte bien évidemment la Constitution proprement dite et son préambule. Ce dernier renvoie en outre au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ces principes, normalement identifiés par le Conseil constitutionnel, sont tirés de la législation républicaine antérieure à 1946, ce qui exclut les textes adoptés sous les autres régimes que républicains. Ils se sont vus reconnaître une valeur constitutionnelle suite à la célèbre décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971. S'ajoutent enfin à ces sources constitutionnelles des principes de valeur constitutionnelle qui diffèrent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République dans la mesure où ils ne reposent pas sur des lois de la République, mais sont créés ex nihilo par le Conseil constitutionnel. 2. Les conventions internationales. À un degré inférieur de la hiérarchie des normes figurent les conventions internationales. Si ces dernières ont pendant longtemps joué un faible rôle, il est possible d'observer depuis quelques décennies un phénomène d'internationalisation des sources de la légalité. L'explication de cette évolution tient largement à la place faite par les constituants de 1946 et 1958 au droit international. Ainsi l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque accord ou traité de son application réciproque par l'autre partie. Est donc affirmée la primauté du traité sur la loi. Depuis 1989 et le célèbre arrêt Niccolo, le juge administratif donne un plein effet à cet article. Auparavant, lorsqu'il y avait conflit entre un traité et une loi a posteriori, le juge administratif faisait prévaloir la loi sur la convention internationale. En effet, le juge administratif ne s'estimait pas compétent pour contrôler la compatibilité et l'applicabilité d'une loi par rapport à une norme internationale. Dès lors, l'acte administratif contraire à la Convention mais conforme à la loi bénéficiait d'un écran législatif et n'était pas considéré comme illégal. Depuis 1989, le Conseil d'État a renoncé à cette vision de l'écran loi et accepte désormais de vérifier la comptabilité des actes administratifs et des lois, même postérieures, aux traités internationaux. Pour ce faire,
Le Conseil d'État, distinguant clairement contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité, interprète l'article 55 comme comportant implicitement une habilitation à écarter l'application des lois incompatibles avec une norme internationale. Actuellement parmi les sources internationales de la légalité administrative, il en est deux qui retiennent plus l'attention du fait de leur importance tant quantitative que qualitative. Il s'agit d'une part des traités de l'Union européenne ainsi que du droit communautaire dérivé, et d'autre part de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 3. La loi. Historiquement, la loi est la première source de la légalité administrative, son rôle demeure d'ailleurs prépondérant. Même si l'article 34 de la Constitution n'attribue qu'une compétence d'attribution au législateur, soit pour fixer les règles dans certaines matières, soit dans d'autres matières pour déterminer les principes fondamentaux. Quoi qu'il en soit, dès lors que la loi a été promulguée par le président de la République, l'administration doit la respecter et l'appliquer, sauf hypothèse d'incompatibilité avec une convention internationale. 4. Les sources non écrites. Comme il a déjà été dit, la jurisprudence, en dépit de la multiplication des textes, occupe encore de nos jours une place importante parmi les sources du droit administratif. Certes, le juge administratif ne tient pas de la Constitution le pouvoir de poser des règles générales et ne peut adopter des arrêts de règlement. Cependant, dans le silence de la loi, le juge administratif a dû pendant longtemps formuler lui-même la règle générale qui lui permettait de statuer. C'est ainsi que le Conseil d'État a progressivement élaboré le droit de la responsabilité administrative, le droit des contrats administratifs, etc. À côté de ces règles jurisprudentielles que le juge administratif a formulées pour pallier le silence de la loi, le Conseil d'État a également identifié depuis 1944 des principes généraux du droit. Inspirés par la tradition libérale de 1789. Le préambule de 1946. Les conventions internationales ou encore les nécessités de l'équité. Ces principes reconnus, certains diront qu'ils sont créés par le juge administratif, s'imposent à l'administration même en l'absence de texte. Ils ont en effet une valeur supra-décrétale, c'est-à-dire que tous les actes de l'administration y sont soumis, même les règlements autonomes de l'article 37 de la Constitution. S'ils ont toujours une valeur supérieure à celle des actes administratifs, les principes généraux du droit ont en revanche nécessairement une valeur inférieure à celle des lois. En effet, le juge administratif étant soumis à la loi, il ne peut créer des normes jurisprudentielles s'imposant au législateur. Outre cet argument tiré de la hiérarchie des normes, il faut rappeler que ces principes ont une fonction supplétive. Lorsqu'une loi existe déjà, le principe n'a pas vocation à s'appliquer en lieu et place du texte législatif. 5. Le règlement. Les règlements sont des actes administratifs de caractère général et impersonnel. Ces actes sont très nombreux et hiérarchisés en fonction de leur auteur, et c'est fort logiquement le règlement de l'autorité supérieure qui l'emporte et doit s'imposer aux autres autorités. Ainsi pour les actes émanant des autorités étatiques. Figurent au sommet les décrets en Conseil des ministres, puis les décrets pris sur avis du Conseil d'État, les décrets, les arrêtés ministériels et enfin les arrêtés préfectoraux.
Outre cette hiérarchisation organique, les règlements peuvent faire l'objet depuis 1958 d'une autre classification. Il est, en effet, possible de distinguer au sein de la Constitution de la Ve République des règlements d'exécution des lois. Article 21, et des règlements autonomes, article 37, que le Premier ministre peut adopter en dehors de toute loi. Ces règlements autonomes, dont le domaine n'est pas d'attribution mais de droit commun, ont été considérés comme une révolution en 1958, force est, cependant, de constater qu'ils sont peu nombreux et qu'en pratique le législateur conserve son rôle de pouvoir normatif de droit commun. Si la France s'obstine à ne pas respecter les règles qu'elle a elle-même édictées ou signées, elle devra subir, outre les sanctions pénales, mais également l'humiliation mondiale où la France, donneuse de leçons sur le respect du droit et des droits de l'homme, est la première à ne pas les respecter. Nous ne sommes pas non plus des esclaves redevables d'un travail forcé pour rembourser une dette générée par la génération passée, ni forcés d'accepter un système monétaire illégitime où de simples comptables captent l'ensemble de la valeur ajoutée du fruit de votre travail via des artifices inconstitutionnels. Par l'ensemble de ces motifs, je vous demande le maintien plein et entier de l'ensemble de mes droits en tant que bénéficiaire du RSA.